Donc, merci beaucoup déjà à toutes et tous d'être là. Merci à IDNC, merci surtout à toi Valérie pour cette invitation et aussi à toute l'organisation, toutes les chaises, tout le captage vidéo. Merci à Mountain Changemaker aussi pour le petit podcast qu'on a fait juste avant. Moi, pourquoi je viens aujourd'hui et qu'est-ce que je fais depuis un moment? De formation, je suis ingénieur. Moi, j'ai fait l'école centrale de Lyon, donc à 1h30 d'ici, un peu plus parce que c'est à Écully, à Lyon. Et j'ai fait des études de physique. Et au moment, moi, de ma bifurcation, j'avais une opportunité. Il y avait deux chemins qui s'ouvraient. Soit j'allais faire une thèse en physique fondamentale, soit je revenais ici, c'était en 2019 en France, pour aller travailler sur ces sujets, sur la contrainte climat-énergie. Et de fil en aiguille, je me suis mis à faire des études de risque climat, moi. Pas de décarbonation, j'en ai fait un petit peu, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ça, j'ai fait, c'est l'atténuation du changement climatique. Par contre, ce que je me suis retrouvé à faire, parce que dans l'équipe, l'entreprise que j'ai rejoint, on avait une climatologue, et une seule. Et moi, j'avais fait un peu de physique, je suis allé l'aider, je suis allé commencer à tripoter les modèles climatiques, et je me suis dit, là, il y a un truc dans cette analyse de risque pour les boîtes, pour les collectivités, qui n'est pas intégré dans l'espace public. Il y a un espace pour parler de ça, et c'est, si on comprend bien cette notion de risque, eh ben, ça peut être vachement encouvrant et ça peut nous permettre d'avoir en fait un impact et de restructurer, d'essayer d'un peu combattre ce backlash qu'on connaît. Ça m'a donné du coup l'envie d'écrire ce livre. Effectivement, vous pourrez vous le procurer à la sortie. Donc l'entrée pour certains d'entre vous était gratuite. La sortie est payante pour tout le monde. Bon voilà, pas de jaloux. Ensuite, du coup, je vais commencer ma conférence avec cette phrase. Alors, faut que le pointeur est un peu compliqué, je vais essayer de m'y habituer. Il n'y a pas de crise climatique. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pourquoi je dis cette phrase? Oui? Je lève la main, à peu près, les personnes qui comprennent. D'accord. Pourquoi? C'est pas une crise. C'est pas une crise. Très bien. Donc on peut tous rentrer chez lui, il n'y a pas de crise. Au revoir. Pourquoi c'est pas une crise? Voilà. Donc, on va commencer avec cette figure du Haut Conseil pour le climat qui nous dit le changement climatique est irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a mis 3 générations de Français. Là, il n'y a aucune information pour l'instant sur la slide. Donc, il y a 3 générations de Français. Il y a le premier ou la première, elle est née en 1950. La dernière, elle est née en 2020. Et ce qu'on a, on a les climate sweeps. Les climate sweeps, vous les avez vus, c'est les banques climatiques. C'est l'augmentation de température par rapport à l'ère industrielle que vous avez, par rapport à 1900. La figure, elle a été faite en 2022. Vous voyez, du coup, là, c'est l'historique, et là, on commence à rentrer dans les scénarios. En 2022, du coup, on a eu à peu près, aujourd'hui en France, on a pris à peu près 1,7 degré, et dans le monde, on en est à 1,3, 1,36 exactement, à peu près. Et on a dépassé pour la première fois dans le monde le seuil de 1,5 degré en 2024. Et il y a une étude qui est montrée récemment qui dit qu'on va dépasser, très certaine, qu'on va dépasser, pas une certaine, c'est 1,5 degré de réchauffement, puisque en fait, ce qui compte, ce n'est pas la mesure instantanée, c'est une moyenne sur 30 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, le budget carbone pour rester sous les 1,5 degrés, il est d'environ 100-150 gigatonnes de CO2 équivalent. Et aujourd'hui, on émet en moyenne à peu près 40 gigatonnes de CO2 équivalent par an au niveau mondial. Ça veut dire que dans 3 ans, le 1,5 degré est dépassé définitivement, pas sur une année instantanée, mais sur une moyenne. Or, 1,5 degré, c'est une construction politique. C'est une construction politique qui vient de l'accord de Paris, qui nous disait, qui a été signé par tous les États du monde, presque, et qui disait qu'il faut limiter le changement climatique bien au-dessous des 2 degrés, et si possible 1,5 degré. Parce que les premiers impacts extrêmement matériels étaient à 1,5 degré, et que c'est pour cela qu'on s'est mis d'accord. Le premier scénario que je vous montre, le forte baisse des émissions, c'est le scénario de l'accord de Paris, justement. D'accord? C'est si on tient dans 2 degrés. Et première chose que vous remarquez, et c'est pour ça que ce n'est pas une crise, c'est que ça reste jaune. Ça veut dire que même si on contient le changement climatique, ce qu'il faut faire absolument en dessous des 2 degrés, c'est-à-dire si on atteint la neutralité carbone, on reste à peu près à 2 degrés de réchauffement en France. Or, 2 degrés de réchauffement en France, ça correspond à un été 2022 qui devient, autour de 2050, une forme de moyenne. D'accord ? L'été 2022, c'était l'été le plus chaud qu'on a eu depuis la canicule de 2003. On peut faire les paris que 2025 sera peut-être plus fort que 2022. En tout cas, 2026 sera probablement plus fort, 2027 probablement. Bref, aujourd'hui, les extrêmes d'hier deviennent la normale et laissent la place à de nouveaux extrêmes.
Et en 2050, même dans le 2 degrés, l'été 2022, qui était équivalent à la canicule de 2003, va devenir la moyenne. Okay, donc ça veut dire fondamentalement on est obligé de s'adapter à cette forme d'irréversibilité. Il y a un deuxième scénario. Le scénario que vous avez là, c'est un scénario qu'on appelle d'émission intermédiaire. C'est le scénario de la France 4 degrés. Donc, dans les pouvoirs publics français, il s'est déployé quelque chose, une analyse qui s'appelle la trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique, qui était là pour construire le troisième PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique. Le PNAC, c'est un document de référence pour dimensionner notre adaptation. Et le PNAC, pour dimensionner notre adaptation, il doit fixer un seuil de réchauffement. Le seuil que le PNAC va fixer, c'est un seuil de 4 degrés en France, qui correspond à 3 degrés dans le monde. La France et l'Europe se réchauffent plus vite. Okay, et le 3 degrés, ça correspond au fait que si tous les États rendent matériels les engagements qu'ils ont pris, on arrive à 3 degrés de réchauffement à peu près. Mais il y a d'énormes incertitudes par rapport à ça. Parce qu'il y a ce scénario en haut, qui est un scénario de forte émission, qui est un scénario d'emballement climatique. L'emballement climatique, il peut être provoqué par le dépassement de ce qu'on appelle traditionnellement les points de bascule. C'est-à-dire que le système climatique n'est pas un système stable, c'est un système chaotique qui marche par franchissement de seuil. Ce qui veut dire qu'en fait, si par exemple on commence à émettre beaucoup trop de carbone, à réchauffer trop fort, on va dégeler trop fort une partie du permafrost. Le permafrost, il contient des bactéries qui vont s'activer, qui vont faire du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui réchauffe encore plus l'atmosphère, qui refait fondre le permafrost, qui remet du méthane. Ça, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positives. Toutes ces boucles-là, les scientifiques ont des difficultés absolument immenses à modéliser le niveau de réchauffement auquel elles se déclenchent. Mais le 2 degrés a été construit comme un seuil de sécurité pour le non-déclenchement de ces points de bascule. Et si les points de bascule se déclenchent, on peut aller sur ce scénario de forte émission avec de 6 degrés, mais on peut aller sur des choses aussi beaucoup plus hautes ou des choses complètement incontrôlables, complètement inanticipables. C'est-à-dire que si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre rapidement, on va perdre le contrôle du système. Et là, c'est certain qu'on ne pourra pas s'adapter. On rentrera dans un système climatique qui s'auto-entretient, qui fait n'importe quoi. Vous mettez 3 générations de Français dans ce schéma-là, et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une perception qui est très différente entre les générations. Les générations qui sont nées en 1950, elles ont vu qu'à peu près 1,2, 2 degrés max de réchauffement entre 0 et 70 ans. Okay, et donc, ils se disent, il y a le temps. Sauf que si vous prenez une Française ou un Français né en 2020, potentiellement, il va vivre 4, 5 degrés de différence. Et donc, on est sur une thématique d'accélération. Le changement climatique, il n'est pas linéaire, il s'accélère, et il s'accélère toujours plus vite. Et du coup, en fait, comme je l'ai dit, il y a une dérive qui a une caractéristique d'irréversibilité. Et elle nous fait comprendre qu'en fait, on rentre dans un monde qui est complètement différent. Aujourd'hui, en fait, si on peut comprendre le backlash écologique, il faut lire un livre qui s'appelle La théorie du suricate, en tout cas le suricate de Pablo Servigne. Je n'ai plus le titre exact. Et Pablo Servigne va expliquer là-dedans comment marche le phénomène de peur. La peur, il y a 3 niveaux. Quand vous êtes dans le vert, vous n'avez pas peur. Quand vous êtes dans le rouge, vous commencez à avoir peur, et cette peur va créer un mécanisme de révolte, un mécanisme de fuite. Vous êtes une souris, il y a le chat qui arrive, vous avez peur, vous êtes dans le rouge, vous fuyez. Okay, et il y a un niveau de peur extrême, qui est le niveau du dessus, qui est le niveau bleu. Le niveau bleu, c'est une peur où vous frisez, vous vous paralysez. Le chat, il vous rattrape, vous vous frisez, vous vous évanouissez parce que vous ne voulez pas souffrir. Aujourd'hui, par rapport à une actualité extrêmement anxiogène, on est collectivement dans le bleu. On a eu la période de rouge, collectivement, mais beaucoup de personnes sont dans le bleu, et quand on est dans le bleu, on se paralyse et on remet les œillères, on va regarder autre chose. Aujourd'hui, on est là-dedans. Il faut sortir absolument de cette peur. Comment on sort de cette peur? On va le voir pendant la conférence. Il y a la notion d'entraide et la notion de la robustesse qui peuvent nous aider. Mais aujourd'hui, collectivement, on est là-dedans. Et c'est la pire réponse possible. Parce que si vous tombez dans le bleu quand il y a une voiture qui vous arrive dessus, vous n'êtes pas capable de l'éviter. Quand vous êtes dans le rouge, vous êtes capable de l'éviter. Quand vous êtes dans le vert, vous n'êtes pas capable de l'éviter. Donc il faut qu'on trouve collectivement comment on remonte beaucoup de personnes dans le rouge et qu'on descende, nous tous, les gens plus conscients, dans le rouge.
pour qu'on soit capable, mis en capacité d'agir. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont passées dans le bleu. Il y a trop de problèmes, on ne gère pas, on se referme, on ne bouge plus. C'est la pire chose à faire. Parce qu'on rentre dans un monde qu'on appelle un monde VUCA. Le monde n'est plus stable. On a un monde qui est volatile, qui est incertain, donc VUCA en français, donc uncertainty en anglais, complexe, pas interprétable facilement, et surtout ambigu. Et donc, dans ce monde VUCA, en fait, tous nos réflexes de prise de décision sont potentiellement périmés. Si je reprends mes graphiques avec l'évolution du niveau de température, et que je mets dans ce graphique-là une infrastructure, une maison, des transports en commun, un certain nombre de modes de vie, et bien tout a été dimensionné sur des conditions climatiques passées. Tout. Ce qui veut dire qu'il faut tout réinventer. Or, la dynamique aujourd'hui, c'est de se friser. Donc en fait, c'est la pire chose possible. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'automobile qui nous arrive dessus, et on verra. Et donc, comment on fait pour anticiper les conséquences de ce monde VUCA? Déjà, on nous a bassiné avec « c'est la planète, c'est la planète ». Il n'y a pas de planète, nos sociétés, c'est des châteaux de cartes, et c'est ces châteaux de cartes qui peuvent s'effondrer. Parce qu'on a fait des sociétés tellement complexes qu'on est sur une pichenette qui peut faire effondrer toute une partie du domino, qui est nos sociétés, mais on ne peut pas anticiper qu'est-ce qui va s'effondrer et comment ça va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, le snowball effect, où en fait des dangers qui peuvent sembler mineurs peuvent devenir absolument majeurs et tout chambouler. On peut penser par exemple au Covid, ou des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui prennent une dimension et une vitesse qu'on n'avait pas anticipée. Et donc, en réalité, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est anticiper le risque. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le risque est une façon d'approcher la problématique extrêmement puissante, parce qu'elle permet d'anticiper rationnellement. Le risque, c'est le croisement de 4 éléments. Le premier, c'est les aléas. Les aléas climatiques, c'est ce qu'on appelle aussi les rhinocéros gris du changement climatique. Les rhinocéros gris, c'est des impacts qu'on connaît, qui sont attendus, mais qui sont plus ou moins lents, et donc on ne les prend pas réellement en considération. Je vais vous donner une métaphore pour bien comprendre ce qui se passe en France en 3 slides. Le changement climatique va rajouter 3 nouvelles saisons à la France. La France est une grande salle de bain. Dans cette grande salle de bain, on a du coup un chauffage qu'on n'arrive plus à arrêter. Ce chauffage, il est situé exactement chez vous. Il est situé sur la partie sud-ouest de la France. Annecy, sud-est, pardon. Sud-est de la France. Et Annecy est une des villes qui se réchauffe le plus vite parmi toutes les villes parce qu'en en fait, elle est exactement en face de ce chauffage qui est coincé. Okay, vous voyez ici, ça c'est la map d'une France 4 degrés. Vous avez au sud-est plus 5, 6, 7 degrés de différence. Donc vous avez une moyenne qui est très élevée, beaucoup plus importante que le 4 degrés. Et donc vous avez des enjeux d'adaptation absolument fondamentaux. Et vous voyez que le plus de température, c'est pour tout le monde. Okay, mais ça part du sud-ouest. Le chauffage est là. La France, donc ça c'est la France du trop chaud. La deuxième France qu'on va avoir, c'est la France du trop d'eau. Là, c'est différent. Dans la France du trop d'eau, vous voyez que, en fait, le robinet de la salle de bain, bien entendu, il est défaillant. On n'arrive pas à l'enlever. Il coule, il coule, il coule. Et il est au nord-est, lui, nord-nord-est. Et vous avez, du coup, ça, ce que vous avez, c'est le cumul des précipitations en hiver. Le changement climatique augmente la température. Le changement climatique augmente donc la quantité d'eau qu'on va évaporer ou qu'on va évapotranspirer. 1 degré de plus, c'est 7% de potentiel d'évaporation en plus. Et tout cet excès d'eau, il ne retombe pas de façon linéaire sur la saison. On a un changement de saison, et cet excès d'eau, cette France du trop d'eau, elle va commencer lors de l'automne, lors du mois de novembre, lors de l'hiver. Et ça va se trouver beaucoup plus, du coup, sur le nord-est du pays. Et vous avez ce que vous avez, une incertitude structurelle, parce que, sur le pourtour méditerranéen, on ne sait pas comment vont évoluer ces précipitations en hiver. Parce que, quand vous avez ces présentations-là, c'est une synthèse
des différents modèles climatiques. Je crois qu'il y en a 8 ou 16 dans le cas français. Et quand vous avez des zones assurées, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui vous disent que ça humidifie et des modèles qui vous disent que ça assèche. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas bien. On a des tendances. La moyenne dit que ça sera à peu près un peu plus de précipitations, mais pas trop. Mais on ne sait pas, en réalité. Et ça, c'est aussi une limite à l'adaptation. Et enfin, la dernière saison, c'est la France du trop sec. La France du trop sec, vous les voyez venir, cette France du trop sec, vous avez plus d'évaporation, plus d'évapotranspiration, et vous avez des schémas de précipitation qui sont restructurés. Et en particulier, vous savez, il pleut plusieurs fois par jour en Bretagne. Plus pour longtemps, en tout cas pas en été. En été, vous allez avoir la Bretagne qui va s'assécher avec de l'ordre de moins 30-40% de précipitations. Ça va avoir un impact très important sur l'agriculture bretonne. Vous avez tout le sud-ouest qui va être impacté par, du coup, moins de précipitations. C'est une forme de sécheresse, c'est la première, c'est la sécheresse qu'on appelle météorologique. Ok ? Donc, changement climatique en France égale 3 rhinocéros gris égale 3 saisons supplémentaires, le trop chaud en été, le trop sec printemps-été, le trop d'eau automne-hiver. Et ça, c'est les extrêmes qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est des nouvelles saisons. Okay. Quand on analyse un risque climatique, on analyse l'exposition à ces aléas. Les aléas, je vous ai montré, c'est le trop chaud, le trop d'eau. L'exposition, c'est une notion géographique. Hop là. Et donc, dans les territoires, c'est trop chaud, trop d'eau, trop sec, ils se mélangent. Et ils ont des impacts différenciés sur les territoires de montagne. Les territoires de montagne, ça, c'est déjà acquis. Les territoires de montagne, c'est les avant-gardes du changement climatique. On a déjà dépassé les 2 degrés en montagne. Même pas par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport à 1950, par rapport aux années 50. Et au printemps, on est déjà à plus 2,6. On a du coup également un assèchement. On a à peu près moins 25% de neige à 1500 mètres d'altitude. À retenir comme chiffre, 1 degré de réchauffement climatique en plus, c'est 1 mois d'enneigement en moins à 1500 mètres. L'isotherme remonte, vous le voyez tous les jours. Vous avez aussi une quantité d'eau disponible pour les plantes qui a diminué de l'ordre de 15% en 30 ans. Et l'eau verte, c'est très dommage parce que nos montagnes, ce sont nos châteaux d'eau. Et ces territoires de montagne, et vous le constatez, et je pense que je vais toucher pas mal de personnes dans la salle en disant ça, c'est des territoires de solastalgie. La solastalgie, c'est quoi? C'est une espèce de vague à l'âme, une anxiété par rapport à la transformation des paysages du fait des dégâts environnementaux. Moi, il y a énormément de personnes qui viennent de montagne et qui sont venues me voir et qui me disent « Moi, j'arrive plus à remonter à la mer de glace parce que je suis terrifié de ce que je vais voir. Rien que voir une photo, ça me met une anxiété pas possible. » C'est la même chose pour les glaciers d'Argentière ou pour ceux d'Ossau, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, cette solastalgie, c'est un impact réel. C'est vraiment quelque chose qui est lié aussi, donc ça c'est tout de suite, et les dynamiques physiques, elles sont inarrêtables. Donc dans un scénario où on va vers le 4 degrés, donc c'est un scénario où on s'énerve un petit peu, à retenir qu'en 2050, on va encore diviser par 2 l'épaisseur moyenne des Alpes. Si vous voulez voir tous ces graphiques-là, vous allez sur une plateforme, tout est en libre accès, qui s'appelle Drias Météo France, et vous pouvez jouer sur tous les territoires et regarder en fait comment ces épaisseurs de neige augmentent et comment tous ces aléas climatiques marchent et évoluent. Les rhinocéros gris, ils se mélangent. Ici, dans les Alpes, vous avez un mélange du coup du trop chaud et du trop sec. Les territoires alpins, ce sont aussi des territoires qui abritent à peu près 30% des forêts françaises. Or, nos forêts françaises, si nous, on peut s'adapter de façon incrémentale, ça veut dire mettre de la climatisation, ça veut dire en fait s'habiller un peu différemment par rapport aux températures, et nos arbres, eux, ils ne peuvent pas le faire. Et en fait, le changement climatique, il va déjà trop vite pour nos écosystèmes forestiers. Entre 2014 et 2022, on a connu des forêts françaises qui séquestraient 40 mégatonnes de CO2 équivalent. Lors de la décennie précédente, elles en séquestraient 60 mégatonnes de CO2 équivalent. Et si on prend simplement l'année 2022, donc comme la pire année en termes de vagues de chaleur par rapport depuis 2003, on était à 30 mégatonnes. C'est pour ça que vous avez vu en 2022, vous avez peut-être déjà vu passer, le fait que les forêts françaises captent 2 fois moins de carbone. C'est ça qui se passe. C'est que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, en fait, en réalité.
Et pourquoi ça va beaucoup trop vite? Parce que, fondamentalement, et c'est ça où on va rentrer du coup dans des choses qui sont différentes de la physique, c'est qu'on a tout optimisé dans nos sociétés, et donc on a tout fragilisé. On a hyper spécialisé nos territoires de montagne, on a hyper spécialisé notre agriculture, on a hyper spécialisé nos villes pour faire circuler des voitures. Et ça crée des fragilités partout, et je vais essayer de vous le démontrer. C'est le troisième élément de la composante du risque, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle n'est pas climatique, c'est très important à comprendre. C'est l'organisation sociale qui va faire qu'un aléa va être plus ou moins impactant. Okay? Donc la vulnérabilité climatique, c'est notamment, par exemple, votre âge, ou votre poids, ou en fait tous les facteurs qui vont vous rendre plus ou moins vulnérable à risque, notamment par rapport aux vagues de chaleur. C'est aussi votre capacité d'adaptation. Plus vous êtes riche, plus vous avez de capacité d'adaptation. Plus vous pouvez vous mettre de la clim, plus vous pouvez déménager, plus vous pouvez partir en vacances, plus vous vivez dans un environnement avec de la nature, un environnement qui transpire. Votre genre aussi est fondamentalement une caractéristique de capacité d'adaptation, parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes, la race sociologique présumée, tout ça, etc. Et donc c'est un sujet profondément politique, l'adaptation, profondément social, et on va essayer de comprendre ce caractère social et comment, en fait, ça marche. Ici, peut-être certains et certaines d'entre vous, ou même certainement le connaissent, je vais reprendre le paradigme de la robustesse par rapport à la performance d'Olivier Amand. Olivier Amand, c'est un biologiste qui explique justement que le vivant, s'il se reproduit, s'il arrive à perdurer, c'est pas parce qu'il est performant, c'est parce qu'il est robuste. Pour le comprendre, on va se mettre sur deux axes. Premier axe, axe de la performance, c'est faire le maximum avec le minimum. Okay? La robustesse, c'est assurer la stabilité malgré les fluctuations extérieures. Première partie du graphique. Je gagne des points de performance, je gagne des points de robustesse. Ça, c'est mon développement économique. Ou pour une entreprise, je fais plus de chiffre d'affaires, je peux investir dans plus de salariés qui me permettent de traiter plus de situations possibles, et ces salariés me font permettre de faire plus de valeur économique, je fais de la robustesse, etc., etc., etc. Donc ça marche. C'est exactement la même courbe que vous avez avec le PIB et le bonheur. Quand vous êtes à un pays avec très peu de PIB et que vous augmentez le niveau de vie de ce pays, ce qui se produit, c'est que votre niveau de bonheur augmente. Sauf que, déjà, cette performance, elle se paye, on va voir comment, et que ce n'est pas infini. C'est qu'il y a un seuil, il y a un moment où, à force de perdre de la performance, on va enlever de la robustesse. On voit par exemple sur les seuils de PIB et les niveaux de bonheur, à un moment ça plafonne. D'accord ? Je ne sais plus le seuil, ça se retrouve. Et en fait, pour faire de la performance, ça ne vient pas comme ça. Il faut faire d'abord, du coup ça c'est dans un monde abondant. Dans un monde abondant, faire de la performance, ça se traduit par faire de la robustesse. Mais cette performance, elle se paye. Pour faire de la performance, on doit uniformiser. Qu'est-ce qu'on a uniformisé? Nos territoires de montagne. Pourquoi faire? Pour être performant par rapport à une forme d'industrie, qui est l'industrie du ski, qui représente 82% du chiffre d'affaires touristique de la montagne. Il y avait un avant le ski, et il y a eu ce grand plan neige, les grandes orientations qui ont été données par les politiques françaises et locales pour justement générer, attirer toujours plus d'investissements dans le ski, etc. Et aujourd'hui, nos territoires de montagne, il y a une véritable manne financière d'ordre de 9 milliards d'euros qui fait vivre toute une économie locale autour du tourisme et du ski. Okay ? Mais du coup, on a hyper uniformisé tout ça. Aujourd'hui, notamment, on a 52% de l'empreinte carbone du tourisme qui est liée au transport. On a une artificialisation des sols qui est très intense dans les territoires de montagne, en particulier à Annecy et dans sa banlieue. On construit, on construit, on construit, on construit. On a une concentration extrêmement importante des hébergements touristiques qui ne servent du coup que en saison touristique, c'est des lits froids. Et on a du coup certaines caractéristiques du territoire qui vont en fait le fragiliser, qui marchaient dans un monde abondant, mais qui ne vont être en difficulté à ce moment-là. Dans la performance, on a aussi une notion de rapidité. Il faut aller toujours plus vite. Et par exemple, si on regarde cette carte, vous avez l'adéquation entre la production agricole et les besoins d'un territoire.
C'est une carte de la souveraineté alimentaire, si vous voulez. Aujourd'hui, les territoires de montagne, c'est 75% d'agro-pastoralisme. Donc il y a beaucoup d'élevage. Et vous avez, malheureusement, vous n'êtes pas les pires, mais toute la partie, encore une fois, avec la région parisienne, qui est une catastrophe en termes d'autosuffisance alimentaire, vous avez une bonne partie en tout cas, si on fait la moyenne de tous les territoires qui sont au sud-est, vous avez une très faible autonomie alimentaire. Vous avez une très faible autonomie alimentaire des territoires de montagne. Pourquoi cette très faible autonomie alimentaire? Parce qu'on a fait du flux tendu, on a préféré développer d'autres activités économiques. Et parce qu'aussi, on n'a pas non plus des caractéristiques extrêmement propices à toutes les formes d'agriculture. Mais ça, c'est une vulnérabilité. Ça, c'est une fragilité. OK? Et donc, on fait aussi, dans ce paradigme de la performance, donc URH, uniformisation, rapidité, hiérarchie. La hiérarchie, c'est notamment la hiérarchie qu'on fait entre les différentes espèces. Je vous le rappelle très vite, vous avez un effondrement de la biodiversité parce qu'on a tout uniformisé. On a uniformisé toutes nos productions animales, on a uniformisé tous nos territoires, on a détruit des écosystèmes. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le Verdon, et dans le Verdon, il y a énormément de buis, et les buis, en été, là, ils n'ont plus de feuilles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une espèce invasive qui s'est déplacée, qui sont des formes de papillons blancs, j'ai plus le nom. Pyrale. Et ben voilà. Il y en a partout. Partout. Et eux, ils sont hyper performants. Donc là, ils sont sur leur courbe performance robustesse, là. Ils bouffent. Il n'y a plus de feuilles. Du coup, là, ils sont trop, et là, ils vont retomber d'un coup. Et ça, ça détruit fondamentalement tous les écosystèmes. Et c'est des formes d'uniformisation. On n'a plus des écosystèmes qui sont adaptés au nouveau climat. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment on réinvente nos forêts, en particulier dans le monde fluctuant et dans ce contexte de dérive climatique. Et donc, comme les pyrades ou comme tout modèle économique, à force d'optimiser, on crée des fragilités. Et du coup, c'est toujours ces courbes-là qu'on vous a montré des tonnes de fois, c'est que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. C'est la grande accélération. Et cette grande accélération, à un moment, on va retomber. Et si on n'a pas planifié le fait qu'on allait retomber, on va retomber beaucoup plus fort. Comment penser cette notion notamment de frontière planétaire? On peut la penser comme un élastique. Au début, quand vous tirez votre élastique, ça va revenir, et quand vous allez le lâcher, ça va revenir au point de départ. Okay? Il n'y a rien qui est irréversible. À un moment, vous allez tirer tellement fort l'élastique qu'il va un peu s'étendre, cet élastique-là. Et quand vous allez le reprendre, il va être un peu plus long. On est exactement dans cette phase. On a tiré et on a provoqué déjà un certain nombre de phénomènes irréversibles par cette bande d'accélération. Et tout l'enjeu, pour pouvoir garder le contrôle sur notre élastique, c'est pas de tirer trop fort, parce que si on tire trop fort, là, on part, l'élastique, il va céder. Au moment où les courbes, elles redescendent, c'est quand l'élastique, il cède. Il faut qu'on arrive à maintenir ça. Et du coup, on rentre, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré dans le début de l'intervention, dans un monde qui est fluctuant. Le monde fluctuant, ça veut dire, c'est un monde où, quand on fait des gains de performance, on perd de la robustesse. C'est un monde où, en fait, on n'est pas capable d'anticiper tout ce qui va nous arriver. Il y a des rhinocéros gris, on peut anticiper, on peut voir ce qui va dans les modèles, mais on ne sait pas quel impact ça va vraiment avoir sur le tissu social. On peut anticiper, mais on n'a pas une boule de cristal. Et il y a des impacts qu'on ne peut pas anticiper. Ça, c'est le dépassement des frontières planétaires. Ça, c'est notamment les signes noirs. Okay, on va voir ces signes noirs. Et donc, dans le monde fluctuant, faire de la performance, c'est la pire chose, parce qu'on fait de la robustesse, on perd des points de robustesse à chaque fois. Et donc, ces signes noirs, c'est le deuxième grand impact de la dérive écologique. Le premier, c'est les rhinocéros gris, on pourrait les anticiper. Les signes noirs, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais qu'on peut réexpliquer a posteriori. C'est le Covid. Vous ne pouvez pas savoir que le Covid allait se déclencher en 2020, 2019-2020. Et vous pouvez expliquer pourquoi. Il n'y avait pu avoir un Covid. Toutes les espèces animales sont en uniformisation génétique, il y en a moins. Du coup, quand il y a un virus qui passe, il saute de 1 à 1, il se fait plaisir, il n'arrive pas de muter. Du coup, on ne peut pas l'attraper, il devient hyper performant en mutant. Et les courbes des virus, c'est aussi une courbe performance-robustesse. Donc performance, pouf, il dort.
Voilà. Et l'épidémie diminue, et puis l'objectif, c'est absolument de se préparer pour que l'épidémie monte le moins possible. Et donc ça, c'est encore notre élastique, il ne faut pas qu'il casse, et donc c'est des interventions par rapport à ça. Okay. Petit élément ici dont on parle très peu, je vais le donner parce qu'on a une vague de chaleur extrêmement importante, ça va impacter de base notre économie, parce que, en fait, les corps de métier qui sont touchés, j'aurais dû le couper peut-être cette figure, mais je vous enverrai les slides, vous pouvez mettre un message sur LinkedIn, je vous les transmettrai sans problème. Les corps de métier les plus essentiels, c'est-à-dire les ouvriers du bâtiment, les agriculteurs, c'est eux qui sont le plus à risque, notamment du trop chaud. Et donc, il y a plein d'activités économiques qu'on ne va plus pouvoir mener. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir faire beaucoup de construction en été, dans les villes. Je ne suis pas sûr qu'à certains moments, en agriculture, on va pouvoir cultiver comme il fait aujourd'hui. Il y a tout qui est à changer, tout qui est à réinventer. Et par rapport à cet enjeu de réinvention, on est toujours frisé dans le bleu devant notre bagnole, en ayant compris vaguement les risques et en comprenant surtout toujours cette question climatique comme une question morale. Bien sûr qu'il y a de la morale derrière. Si je fais ça, c'est parce que je pense que c'est bon de donner ces informations-là et de lutter pour éviter ce chaos-là. Mais dans mon action, il ne faut pas que l'action climatique qui dit il faut réduire le temps parce que c'est bien de le faire. Oui, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est limiter notre risque, c'est conserver notre société, conserver notre souveraineté en tant que pays et être surtout rationnel. C'est simplement de la rationalité. Et donc, cette rationalité, il faut l'organiser. Et donc, la dernière composante du risque, c'est la réponse qu'on peut y apporter. Et donc, la réponse, c'est arrêter de faire des gains de performance et c'est faire des gains de robustesse. On va suivre Olivier Hamon jusqu'au bout. Et donc, face à l'uniformisation, on va mettre de la diversité. La diversité, c'est diversifier notamment nos territoires de montagne. Je vous invite à lire, vraiment, c'est un très 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 bon rapport qui a eu très peu d'expositions, moi je trouve, sur la résilience des territoires de montagne qui a été fait par Shift Project. Il va falloir qu'on dépolarise en montagne grandement, qu'on utilise la manne financière, la rente du ski, pour organiser un tourisme différent, notamment un tourisme d'été, ça s'organise progressivement. Il va falloir qu'on utilise cette manne pour réinvestir dans des formes de souveraineté alimentaire. On va voir lesquelles, l'hydrologie régénérative pour les pratiques agricoles et des formes de sécurité sociale de l'alimentation. Il va falloir qu'on sécurise la mobilité, parce que, en fait, plus vous allez perdre d'arbres, les arbres, ça tient le sol. Plus vous en avez qui meurent, plus vous allez avoir de phénomènes d'éboulement. Okay ? Donc il faut absolument aussi qu'on commence à anticiper ces risques, qu'on sécurise des voies, parce qu'il y a énormément de territoires, dans les territoires de montagne, qui sont difficilement accessibles, on n'a qu'une seule voie. Et donc il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver du jour au lendemain coupées du monde. Il faut l'anticiper, il faut avoir des alertes, il faut planifier, il faut dimensionner par rapport à ce nouvel ordre des choses. Et il y a du coup fondamentalement aussi cette question de sanctuariser la ressource en eau, on va y aller dans un moment. Face à la rapidité, on met de la lenteur. C'est quoi la lenteur? La lenteur, c'est dans nos pratiques agricoles notamment. Il y a une pratique agricole qui s'appelle l'hydrologie régénérative, qui est portée par une autre autrice de la collection Feuille-Connote que vous connaissez peut-être sûrement, qui s'appelle Sharon Descolonges. Et donc, son concept, il est génial, parce que justement, notre agriculture, elle va trop vite, c'est trop de performance. Et surtout, notre agriculture, et ça qui est très important, elle accélère le cycle de l'eau. Okay ? Quand on a des sols qui sont devenus, qu'on a artificialisés, donc ça c'est le béton dessus, ça on connaît. Mais si on a des productions agricoles qui sont toutes uniformes, et ces productions agricoles qui sont toutes uniformes, elles ne vont pas survivre, même dans un environnement abondant, parce que même les variabilités du monde abondant sont trop pour elles. Donc on les stérilise, on met des pesticides, d'accord? Et on les dope. On les dope comment? L'engrais et l'irrigation, en général. Et donc on accélère le cycle de l'eau, parce qu'on commence du coup à surperformer dans nos sols, donc à sursimplifier nos sols, et nos sols, quand ils sont simplifiés, c'est des éponges qu'on a utilisées 50 fois. Donc ça devient des croûtes sèches qui ont besoin de beaucoup plus d'eau pour pouvoir absorber la même quantité qu'avant. Et donc, en fait, nos sols, ils sont en train de devenir durs comme du roc, à force de les surexploiter. Et si c'est le cas, fondamentalement, vous êtes dans l'incapacité d'infiltrer votre eau dans les sols. Si l'eau ne revient pas dans les sols, elle s'évapore plus et plus vite. Et donc, vous accélérez le cycle de l'eau. Cette accélération du cycle de l'eau, le changement climatique la provoque, mais les pratiques
nos usages des sols, soit pratiques agricoles ou d'aménagement du territoire, participent elles aussi à cette accélération du cycle de l'eau. Et donc, il faut faire complètement l'inverse. Comment on fait complètement l'inverse? Eh bien, surtout en territoire de montagne, vu qu'on a des paysages agricoles qui vont soit avoir des plaines, soit avoir un peu de topographie, eh bien, on peut jouer sur cette topographie pour ralentir le cycle de l'eau. Comment on peut faire? Eh bien, on fait plein de baissières, plein de petites retenues avec sol désimperméabilisé. Et en fait, on essaye que quand on a un excès d'eau, donc ça c'est avant hydrologie régénérative, ça c'est après hydrologie régénérative, on fasse que quand il y a un excès d'eau, il s'écoule le plus lentement possible, qu'il fasse des mares et des choses comme ça. Et donc, notre éponge qui est toute dure, elle a le temps d'absorber l'eau. Sauf si tout retombe d'un coup, tout dévale, et on a les conséquences des inondations aussi. On a les inondations. Le trop d'eau et le trop sec, ce sont les deux faces d'une même pièce, en réalité. Et dans ce schéma de permaculture, d'hydrologie régénérative, on va rajouter ce qu'on sait déjà faire. On sait faire de l'agroécologie, on sait faire de la rotation de culture pour réenrichir nos sols. Et dans l'hydrologie régénérative, il y a des légumineuses qui sont intégrées en rotation de culture. On peut faire du maraîchage sur sol vivant, on peut utiliser des techniques d'agropastoralisme pour notamment amender les sols, etc. Et on peut aussi utiliser nos meilleurs alliés contre le changement climatique partout, que sont les arbres. Un arbre vivant, mature, ça transpire une centaine de litres d'eau par jour. Tous ces litres d'eau qui vont être transpirés, ça sera de l'énergie solaire qui ne sera pas là pour réchauffer votre peau ou réchauffer fondamentalement la parcelle agricole, les bovins qui sont à côté ou les cultures. Et un arbre, ça a aussi un pouvoir extraordinaire, c'est ses racines. Un arbre, c'est un arroseur automatique de sol par le bas, de l'autre côté. Quand c'est très sec, un arbre avec des racines profondes peut aller chercher l'eau et il peut le disséminer sur l'intégralité de la parcelle. Au contraire, quand tu as un excès d'eau, un arbre stocke, récupère. Et donc, ces arbres-là, quand on fait de l'agroforesterie, on protège, on crée de l'ombrage aussi, on crée de la fraîcheur. On ralentit le cycle de l'eau avec des arbres aussi. On fait de la lenteur. Ça, c'est de la robustesse. Dernier élément, devant la hiérarchie, il faut faire de la redondance. Et là, je vous présente du coup la forêt du XXIe siècle. Aujourd'hui, on a une pénurie énergétique. Là, il y a eu des problèmes avec certains pays à l'Est, les prix du gaz ont explosé. Maintenant, on a des problèmes au Moyen-Orient, c'est un euphémisme, et on va avoir du coup des chocs sur les prix du pétrole, sûrement. Du coup, en Europe, on n'est pas producteur. Si on n'est pas producteur, on a une contrainte énergétique forte qui s'impose à nous. Qu'est-ce qu'on a trouvé? En France, la stratégie nationale bas carbone, elle propose qu'entre 2015 et 2050, on triple la production de bois. Le triplement de cette production de bois, comment vous faites si vous voulez tripler la production de bois? Vous faites de la performance. Donc, vous uniformisez vos forêts. Donc, vous les rendez complètement fragiles par rapport au monde qui est abondant. Et pourquoi vous avez besoin de ces surplus de bois? Parce que vous voulez faire de la construction de bois, mais il y a aussi des gens qui veulent chauffer avec du bois, et vous organisez rien, vous laissez les dynamiques de marché, et vous répondez à des dynamiques de marché. Or, ce qu'il faut faire, c'est complètement l'inverse. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pas uniformiser nos forêts, il faut les diversifier. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que même aujourd'hui, les forêts vierges, peu anthropisées, il va peut-être aussi, je pense, malheureusement, peut-être que j'aurai des contradicteurs et on y fera changer d'avis là-dessus, mais il va falloir intervenir aussi dedans, je pense, parce que les essences, elles ne sont pas forcément adaptées au climat qui vient. Et donc, il va falloir expérimenter de nouvelles essences. Ces expérimentations de nouvelles essences, on ne peut pas les prévoir avec des modèles mathématiques. Il faut expérimenter. C'est pour ça que dans la forêt mosaïque, on a des îlots de vieillissement avec les anciens arbres, des réserves biologiques, on n'y touche pas. Les arbres conservés pour la biodiversité, on ne touche pas. Des taillis sous futaie, des taillis, des zones humides ouvertes, on fait de la diversification. Des futaies régulières, des îlots de semences, des îlots d'avenir, on teste des nouvelles essences exotiques. Des îlots d'avenir un peu plus simples, on va décaler une essence qui est déjà présente à certaines régions de France. Et on voit comment ça marche. Et vous voyez que ce truc-là, s'il y a un ravageur qui passe dessus,
bah, peut-être qu'il va tuer, je ne sais pas, les vieux arbres des îlots de vieillissement avec des courbes retardées, mais il va s'arrêter devant les îlots d'avenir. Et ça, c'est fondamentalement divers, et donc c'est fondamentalement robuste. Et on a de la redondance. C'est-à-dire qu'on ne dirige plus notre forêt, notre commun, dans l'objectif de lui soutirer de la performance, on l'utilise pour, fondamentalement, être capable qu'il reste stable dans un monde qui est fluctuant. Et c'est ça, en fait, cette forme d'adaptation. Et donc, vous avez tout compris, uniformisation, rapidité, hiérarchie, qui est la pire chose à faire dans un monde fluctuant. Il faut prendre le parti pris opposé à chaque fois. Et c'est soit l'un, soit l'autre, parce qu'on a déjà dépassé, le monde de l'abondance est déjà terminé. Il faut faire de la robustesse. Et chaque fois qu'on va faire de la performance, on va faire une forme de fuite en avant. Et cette fuite en avant, elle nous enferme dans un modèle et elle nous rapproche de la voiture qui nous fonce dessus. Faire de la robustesse, c'est en fait organiser la vraie adaptation. Okay ? Donc, la maladaptation d'hier, c'est ça, c'est faire de la performance, c'est-à-dire on n'a plus de neige en montagne, on fait des canons à neige. Ça enferme dans un modèle, parce qu'en fait, c'est le syndrome de la reine rouge. C'est on court sur un tapis qui va de plus en plus vite pour rester stable. Mais ça, à un moment, il y a une rupture. Il faut arrêter d'anticiper le futur comme quelque chose de linéaire. Ça, c'est ça, en grosso modo, aussi notre façon de le dire. Et donc, la vraie adaptation, l'adaptation demain, ce n'est pas une adaptation technocratique. C'est une adaptation qui planifie de la diversité, de la lenteur, de la redondance. Et, du coup, ça traite la notion de risque. La réponse, elle va permettre, du coup, de réduire la vulnérabilité. L'adaptation, c'est ça. C'est une réponse qui diminue la vulnérabilité. L'atténuation du changement climatique, c'est réduire les aléas climatiques, l'exposition en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. On peut avoir aussi des éléments d'exposition. On va, par exemple, décaler une infrastructure qui est en zone inondable. Ça, c'est le genre aussi d'adaptation qui peut exister. Et du coup, si on prend ça pour une entreprise, comment elle doit faire, l'entreprise? Si on met tout ce modèle-là, l'entreprise, ça doit devenir une forêt mosaïque. Elle a des sphères de la performance, elle a des sphères de la robustesse. Et tout le business as usual qui est hyper en performance, il faut l'utiliser déjà pour anticiper, pour mettre des lunettes, pour voir dans le monde VUCA, pour mettre de la vision. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est comme d'habitude, c'est de faire une comptabilité environnementale. Une entreprise, elle va émettre des gaz à effet de serre, elle va avoir un impact sur les systèmes naturels, sur le climat. Il faut faire de la comptabilité écologique, il faut savoir combien on émet, pour savoir combien on est dépendant des énergies fossiles. Mais, et ça, vous le savez, mais ça par contre, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il faut qu'elle anticipe aussi les risques physiques. C'est quoi l'influence du trop chaud sur mon business model? C'est quoi l'influence du trop d'eau sur mon business model? C'est quoi l'influence du trop sec sur mon business model? C'est quoi l'influence de tout ça mélangé sur ma chaîne de valeur, sur mon fournisseur qui me fournit tel produit, etc. C'est quoi l'influence sur mes clients? Est-ce que mon business model il est encore viable? Qu'est-ce qui va prendre comme choc? Si on n'anticipe rien, on va prendre le choc encore pire. On ne construit pas de robustesse. Et donc, il faut faire les deux ensuite. Il faut aller faire de l'atténuation et de l'adaptation, donc limiter les risques et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et on va aussi être impacté, et ça j'en parle très peu, par ce qu'on appelle les risques de transition. Si on se met dans un scénario où on a une transition qui va se faire, si vous ne faites pas de robustesse ou pas assez, fondamentalement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes aveugle par rapport à ce qui va vous tomber dessus. Et vous pouvez être aveugle dans un monde qui ne bouge pas et qui est abondant, mais ce monde-là, il est terminé et il ne reviendra plus jamais. Donc, il faut anticiper. Il ne faut pas se freeze devant la voiture. Et du coup, c'est méga compliqué, mais atténuer l'impact, adapter les activités. Et le but, c'est ensuite de se mettre en mouvement, en lien, faire un écosystème de la robustesse, connaître son écosystème local, savoir avec qui je peux travailler pour, en fait, être en mesure de créer mes îlots de robustesse. Ma robustesse, je ne la ferai pas tout seul. Je ne la ferai pas en hiérarchie, je la ferai en redondance. Donc, si je connais mes acteurs économiques locaux, je peux mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de durabilité, remplacer durabilité par robustesse, développer un modèle d'affaires robuste, c'est-à-dire savoir dans mon modèle d'affaires qu'est-ce qui est de la performance, qu'est-ce qui est viable dans le monde futur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on n'en sait rien, et qu'est-ce qui sont les sphères de robustesse que je peux créer dans mon activité économique, comment je peux la diversifier.
comment je peux me réorienter plutôt vers les besoins à satisfaire, et les besoins à satisfaire plutôt locaux. OK ? Et on fait du coup de l'éco-conception des offres, etc. Et tout ça, ça passe fondamentalement aussi par un changement de culture. Ça passe fondamentalement par se documenter, par être en mesure d'avoir accès à des formations sur tous ces enjeux-là. Parce que tout ça, c'est hyper compliqué. Et dans le monde VUCA, il faut arriver à retrouver une vision. Et on a une vision en ayant une culture générale large, en ayant appris des choses qui serviront peut-être à rien, on s'en fiche. Mais plus on va avoir une culture générale large, plus on va être capable de s'adapter à des choses auxquelles les autres ne pourront pas s'adapter. Donc une entreprise qui fait une comptabilité écologique, qui a anticipé ces risques et qui arrive à voir dans ses business models, dans son modèle d'affaires, ça c'est que de la performance, c'est de la fragilité, ça c'est de la robustesse, ça c'est fragile, il est capable de planifier vers où il veut aller, dans la limitation des impacts, dans son adaptation et dans l'organisation de tout son écosystème autour de la robustesse. Et pour terminer, pour avoir une vision un peu plus générale, je voudrais parler de ce livre. J'ai commencé avec Labosarine, je finis avec Labosarine. Il a écrit un livre avec Gauthier Chapelle qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Et ce qu'il va expliquer, c'est que l'interprétation qu'on a dans le lieu commun de la compétition darwinienne est fausse. Il se passe deux choses. On a Darwin, lorsqu'il va écrire son grand livre sur la théorie des espèces, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder en fait un écosystème assez riche, donc les îles Vierges britanniques, il me semble. Et ce qu'il va voir, c'est que effectivement, ce qu'il va observer, c'est que ce sont des comportements de compétition qui permettent une forme de reproduction naturelle, d'accord, du vivant. C'est-à-dire, c'est les individus les plus performants qui vont se reproduire et qui vont avoir une continuité. Et les changements dans les espèces sont dus à un certain nombre de hasards, et ce hasard va créer des capacités fonctionnelles qui vont donner un avantage compétitif, et un avantage compétitif va faire que l'espèce va se reproduire. Voilà, vous connaissez tout ça. Et il y a un autre scientifique, il est beaucoup plus connu sur un nom politique, c'est Kropotkin, qui est un parent politique d'anarchiste, mais à la base, c'est pas ça. À la base, il est biologiste, et il va regarder les résultats de Darwin. Il va être un peu énervé aussi par l'interprétation sociale qu'on en fait à cette époque, parce que dans le post-darwinisme, on a vraiment une mode d'avoir des grandes lois biologiques, et que ces lois biologiques doivent être des lois politiques. Bon, vous savez où ça nous mène, ce genre de choses. Mais lui, il va regarder, il va faire les mêmes observations de Darwin, mais il va les faire sibériques. Et lui, ce qu'il voit, c'est que les espèces qui survivent plus en Sibérie, ce n'est pas les espèces les plus compétitives. Les espèces compétitives, c'est comme notre papillon blanc, l'Adaco ou Peaufineur. C'est plutôt des espèces qui vont s'entraider. Et en fait, en mettant en lien ces deux analyses, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle vont définir ça. Ça s'appelle le cycle pénurie-abondance. Donc, on part d'un milieu où on a un changement, une catastrophe naturelle, une maladie, etc. Et la rupture, la crise, la pénurie crée l'entraide. C'est-à-dire qu'on a une sélection naturelle par l'entraide. Vous avez une catastrophe qui vous tombe dessus. Si vous n'avez que les réflexes de la compétition et de la performance, vous êtes un petit groupe de 100, votre groupe il va se diviser, à se tribaliser sur n'importe quel critère. Ça peut être des critères ethno-raciaux, ça peut être des critères de corps de métier, n'importe quoi. Et le but, ça va être d'accaparer les ressources pour soi dans la pénurie. On est exactement là-dedans aujourd'hui. On est dans une forme de maladaptation systémique où, en fait, personne ne coopère. On est dans un dilemme du prisonnier géant. Chacun prend les ressources pour lui parce qu'on a trop de réflexes de compétition. OK ? Et ça, c'est la pire chose. Alors qu'un groupe humain qui a des réflexes d'entraide développés, il prend le choc, il arrive, il partage les ressources, et du coup, il n'amplifie pas la pénurie avec une prophétie autoréalisatrice. Pensez, si vous voulez, pour ce genre de choses, ce qui s'est passé avec le papier toilette lors du Covid. Il n'y avait pas de problème de papier toilette, sauf qu'il y a une crise, tout le monde fait n'importe quoi, il n'y a pas de papier toilette. Ça n'a aucun sens. Mais il n'y a que des phénomènes comme ça. À chaque fois, vous avez une contrainte extérieure et la réaction du système à ça. Et la réaction du système, ça, c'est nos institutions qui l'organisent, la réaction du système. Et donc, l'entraide, c'est en fait la condition pour régénérer l'abondance. C'est dans le partage des ressources, dans le partage des communs, qu'on est capable de recréer une adaptation au milieu. Sauf que, du coup, cette abondance, elle va souvent être corrélée aussi à des formes d'énergie et de matière, des extractions, etc. Et du coup, dans l'abondance, l'entraide, elle est moins nécessaire, et donc, progressivement, vous diluez les réflexes de l'entraide.
Et la compétition, du coup, devient un comportement majoritaire à ce moment-là, au moment où l'abondance, où l'entraide est plus nécessaire. Et cette compétition, elle régénère le phénomène de pénurie ou de crise parce qu'on accapare, on prend. Okay, on le voit dans le vivant, ça, aussi. Vous prenez 2 arbres, vous mettez ces 2 arbres dans un environnement riche, vous enlevez un des 2 arbres, vous allez voir dans le canyon de l'arbre qui a été enlevé, les racines du 2e arbre vont s'immiscer. Les 2 arbres, ils étaient en compétition. Ils se battaient pour les ressources, il y en a un qui est parti, il prend le reste. Winner take all. Et si vous faites la même chose dans un environnement, vous remettez ces 2 arbres dans le Sahara ou dans le désert, dans un environnement pauvre, vous en enlevez un 2e, vous allez voir que les racines du premier arbre vont se contracter. Ça veut dire que les 2 arbres, à ce moment-là, ils coopéraient dans l'environnement qui était hostile. Et donc, ça c'est extrêmement puissant parce que ça nous permet de comprendre nos sociétés comme des balanciers entre des déjà-là de l'entraide et des déjà-là de la compétition. Les déjà-là de la compétition, les institutions de la compétition, vous les connaissez tous, ça vous vient, 10 000 vous en viennent. C'est le marché du travail, je ne sais pas moi, les accords de libre-échange, la route, le match de foot, il y en a plein, que ça, et que ça qui vous vient en tête. Parce qu'on est justement beaucoup dans ce culte de la compétition. On a des politiques publiques qui sont là depuis des décennies pour organiser la compétition. Parce que la compétition fait l'émulsion dans l'abondance, etc., l'innovation, vous connaissez. Mais les institutions de l'entraide, par contre, c'est plus difficile. Vous avez en image que des choses locales en général. Ce qui est bien, parce que ça, c'est déjà de l'entraide. Mais on a une institution de l'entraide qui est absolument immense, en France, institutionnelle, et que personne ne voit. Est-ce que vous avez une idée? La sécurité sociale. Voilà, ça va. Et donc oui, effectivement. Et comment naît la sécurité sociale? La sécurité sociale, elle naît d'un effondrement. L'effondrement de la Seconde Guerre mondiale. Elle naît en 1945. Elle naît en 1945 avec le Conseil national de la résistance. Et elle ne naît pas par le génie du Conseil national de la résistance. Elle naît parce que ça existait déjà dans le monde social. Avant 1945, avant 1939, il y avait énormément de syndicats de travailleurs qui faisaient ça, qui récupéraient les cotisations sociales de telle et telle profession et qui s'en servaient du coup finalement pour donner la retraite, donner des assurances maladie, des formes de retraite, etc. Une forme de mise en sécurité sociale en fait. Et il faut croire en la théorie des claques. Dans le monde fluctuant, à force de prendre des claques, tout ce qui va rester, c'est les institutions de la robustesse et les institutions de l'entraide. On a pris la claque de la Deuxième Guerre mondiale, et ce modèle-là, il est resté et il s'est uniformisé. Et en 1945, la sécurité sociale, quand elle devient universelle, elle n'est pas un service public étatique. Elle est un service public non étatique, ce qu'on appelle la démocratie sociale. Elle est gérée par 3/4 des représentants des salariés et 1/4 des représentants du patronat à ce moment-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas le général de Gaulle qui décidait l'âge de la retraite, qui décidait ce qu'on rembourse comme soins, qui décidait la durée des arrêts maladie, le taux de remboursement. C'est les assurés eux-mêmes qui votaient ça et qui pouvaient du coup auto-organiser une forme d'économie du besoin. Si à un moment on a une pyramide des âges qui augmente, on récupère un peu plus de cotisations parce qu'on se dit qu'il y a un seuil minimum de besoins vitaux à assurer pour la santé ou pour la retraite. C'est comme ça que ça a marché. Et après, au fur et à mesure, la sécurité sociale a été beaucoup tricotée. Maintenant, il y a l'État qui intervient un peu dedans. Maintenant, on n'a plus ce 3/4-là. Mais une fois qu'on a cette institution de l'entraide en tête, on peut en construire de nouvelles. Et ma préférée, et celle qu'on voit beaucoup, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Dans la version nationale de la sécurité sociale de l'alimentation, on aurait chacune une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation. Comme vous avez votre carte vitale qui vous permet d'aller voir des médecins qui sont conventionnés parce qu'ils ont des diplômes de médecine, et pareil, avec ces 100 € par personne et par mois, vous allez pouvoir acheter des produits qui vont être conventionnés. Et c'est ça qui est trop bien, c'est comment on conventionne ces produits. On va faire une caisse de la sécurité sociale de l'alimentation d'Annecy, et on va mettre ensemble autour de la table, en démocratie sociale, des représentants des mangeurs, des représentants des transformateurs et des représentants des agricultrices et des agriculteurs locaux. Et on va décider quel type de production, quels critères de production rentrent
dans mon besoin, dans la carte. D'accord? Qu'est-ce que j'ai le droit d'acheter? Eh bien, vous mettez les gens comme ça, vous repensez à l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, vous allez sortir avec des critères de production, hydrologie régénérative, agroécologie, bas carbone, tout ce que vous voulez, local. Et comme ça, en fait, ce qui se produit, c'est que le conventionnement, vous mettez en sécurité sociale à la fois votre santé et surtout les paysans et les producteurs. Du coup, comme ça, vous avez des producteurs, des agricultrices et des agriculteurs, des consommateurs, qui sont libérés de la marginalité dans laquelle ils sont mis par l'agro-business, la concurrence partout. Ils ont un marché protégé s'ils font une production qui est vertueuse. Et vous, vous avez accès en priorité, et vu que c'est un droit universel, à une alimentation qui est saine, et qui est locale, et qui est dans un cercle vertueux. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, vous avez créé une alternative que vous avez protégée. Cette alternative que vous avez protégée, à côté, tout ce qui n'est pas protégé, tout ce qui est business as usual sur l'agroalimentaire, ça va vouloir toucher l'argent de cette carte-là. Donc, ça va faire bifurquer tout le système, comme ça. Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est ça, en fait, l'adaptation au dernier niveau de l'analyse que je vous propose aujourd'hui. C'est une forme de double mise en sécurité sociale. C'est une mise en sécurité sociale des besoins et des communs. On peut faire les deux en même temps avec des sécurités sociales. Je reprends ici le schéma que vous avez peut-être déjà vu de l'économie du donut de Kate-Raworth. C'est quoi l'économie du donut de Kate-Raworth? Donc, c'est l'espace sûr et juste pour l'humanité qui est dans le donut. Quand vous êtes en dessous du donut, c'est plutôt les pays du Sud global, ça, vous n'êtes pas capable d'assurer les besoins vitaux essentiels. Kate-Raworth en met 11 pour être changés. Eau, nourriture, revenus, égalité des sexes, on pourrait les réorganiser d'une façon différente, énergie, etc. Voix, ça veut dire démocratie, etc. Et en haut, et là c'est plutôt le cas, donc ça c'est le plancher social. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle le plafond environnemental, ça c'est nos limites planétaires. Donc limites planétaires, le changement climatique, la biodiversité, etc., etc., etc. Et les pays du Nord, ils sont plutôt en haut du donut. On n'a pas beaucoup de pays, voire aucun, c'est un modèle, il faudrait le quantifier, je crois que ça peut se faire. Mais je n'ai pas en tête tout ça, mais très très peu de pays sont dans l'espace sûr et juste. Et vous rentrez dans l'espace sûr et juste, et pour arrêter que ça ce soit une utopie, parce qu'on a quand même beaucoup d'utopies à chaque fois, mais on n'a jamais le chemin entre les deux. Le chemin, c'est les mises en sécurité sociale. Et une des premières pièces de puzzle à mettre dans ce donut-là, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Parce qu'elle met en sécurité sociale une partie de nos sols, et qu'elle assure les besoins vitaux de la nourriture. Et une fois qu'on est entré dans cette réflexion-là, fait des sécurités sociales partout. On peut réfléchir en tout cas. C'est des projets. C'est quelque chose qui peut aller se coller aux travaux du Shift Project notamment. Il y a des associations qui font déjà ça. Et du coup, toutes ces institutions-là, on peut les construire par la base sur le modèle de la sécurité sociale de 45. Et c'est comme ça qu'on sort du phare, en fait. Qu'on sort de la voiture qui va nous foncer dessus, on se sent impuissant. On fait par la base des institutions de la robustesse et de l'entraide qui nous serviront au moment où on va prendre des claques et qui, à chaque rupture qui sont des crises, ça va se généraliser. Parce qu'il n'y a que ça qui est à stade. Et qu'on va prendre des crises sur des crises sur des crises. C'est certain. Voilà. Et à chaque fois qu'on va être capable de faire ça, en fait, plus on aura développé ces institutions, plus on va généraliser une forme d'économie qui soit robuste et qu'on peut ancrer, réencastrer nos économies dans les limites planétaires. Ces réflexions-là, on peut les penser fondamentalement, soit sur un point de vue politique municipal. Grenoble a fait, c'est réorienter une forme de donut dans son économie. On peut le penser tout à fait pour n'importe quel business model d'entreprise, avec ces enjeux de prendre en compte les risques, de faire de la comptabilité carbone, pour avoir tous les KPIs, tout le tableau de bord des arbitrages. Mais il faut comprendre qu'en fait, l'effondrement, si on peut reprendre cette dénomination-là, c'est en fait progressivement des réseaux qui vont se disloquer et des réseaux qui assurent les besoins vitaux de plein de gens. C'est une mise en insécurité sociale. Aujourd'hui, on est dans une société de mise en insécurité sociale. Insécurité sociale économique, insécurité sociale écologique, insécurité sociale géopolitique. Eh bien, créer de la sécurité sociale face aux insécurités sociales. Voilà. Il nous faut une autre adaptation qui pose en fait du coup cette question de mise en sécurité sociale, des besoins et des communs. Et pour le construire, il faut prendre appui sur les crises pour
progressivement subvertir les institutions de la compétition au profit de l'entraide et subvertir les institutions de la performance au profit des institutions de la robustesse. Et donc, c'est ça qui va créer progressivement, par la base, le partage des réflexes de l'entraide qui vont permettre de conserver une société, une cohésion dans notre société sous une forme libre, égalitaire et fraternelle. Et je terminerai cette intervention par cette petite devise qui résume tout. Le futur sera collectif ou ne sera pas. Je vous remercie pour votre attention.